Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous propose de commencer cette sixième et dernière leçon pour l'année en tout cas de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses. Ce que j'ai essayé de faire dans cette leçon, c'est de prendre l'opportunité de l'étude de ce qu'on a appelé jusqu'à présent les barrières et pour cette leçon présente la barrière, disons, respiratoire. À chacune de ces occasions, j'ai essayé de faire émerger ce qu'on peut appeler des paradigmes, c'est-à-dire des éléments originaux, caractéristiques de la situation finalement clinique et physiopathologique qui consiste pour des micro-organismes à survivre à la surface d'une de ces barrières et éventuellement d'en assurer la subversion et l'invasion. Donc la barrière respiratoire est intéressante finalement au titre qui a été déjà discuté la dernière fois concernant la barrière hémato-encéphalique. C'est-à-dire comment se fait-il que des micro-organismes, on avait parlé la semaine dernière de Neisseria meningitidis, puissent vivre comme des commensaux finalement pendant des mois, voire peut-être des années sur la surface muqueuse d'un individu et à un moment ou un autre, pour une raison ou pour une autre, se transformer de Dr. Jekyll en Mr. Hyde, c'est-à-dire de passer de cet état de colonisation, de commensalisme, à un état de véritable pathogène, et ce d'autant plus que le bénéfice pour le micro-organisme apparaît relativement limité, sinon inexistant, puisque à l'arrivée, on a vu le problème de la méningite, c'est un petit peu ce qu'on appelle en anglais une dead end ou une impasse, c'est-à-dire que le micro-organisme n'a pas vraiment bénéficié de cette physiopathologie pour se multiplier, et en plus il va tuer son hôte. Donc je vais essayer de voir à l'occasion des infections respiratoires avec vous cette notion justement de décision, de processus de décision qui bien sûr se décline en termes moléculaires, de passer du commensalisme à la pathogénicité, et de voir un deuxième paradigme qui en fait, vous allez le voir, est très lié au premier, qui est celui des co-infections. Et ça, c'est vraiment un thème qui émerge à l'heure actuelle en maladies infectieuses, c'est-à-dire qu'un certain nombre de situations pathologiques, certes, sont liées à un pathogène bien identifié, défini, mais souvent, ceci peut être le fruit d'infections préalables, voire de co-infections véritablement dans le temps, et vous verrez un peu plus précisément. Je vais essayer de vous développer toute une problématique qui se développe très très bien à l'heure actuelle, qui est celle, par exemple, de la liaison entre la grippe et l'infection à pneumocoque. Donc ça, ce sera la première partie, comme d'habitude, du cours. Et la deuxième partie, et ça c'est la surprise que je vous ai réservée pour ce dernier cours, c'est la venue de mon collègue, le professeur Arturo Zichlinski de Berlin, que je vous présenterai tout à l'heure, bien entendu, et qui nous parlera du domaine qu'il a développé dans son laboratoire sur une cellule qui finalement est clé. On en a parlé plusieurs fois dans ces différentes leçons dans la défense anti-infectieuse, c'est-à-dire le polynucléaire neutrophile, et il nous montrera un certain nombre de développements tout à fait récents qui sont issus du travail de son laboratoire et qui éclairent de façon tout à fait spectaculaire la façon dont ces cellules peuvent finalement accaparer et tuer les micro-organismes. Un autre paradigme en fait. Donc la barrière respiratoire, du commensalisme à la pathogénicité, recherche de nouveaux paradigmes. Alors, la question de fond que j'ai déjà mentionnée rapidement, c'est finalement comment passe-t-on du portage microbien asymptomatique la plupart du temps au ce qu'on pourrait qualifier de drame infectieux. Donc, des individus en bonne santé, vous, moi, enfin j'espère en tout cas, sont souvent porteurs de bactéries pathogènes qui colonisent en particulier les voies aériennes. C'est le cas de Streptococcus pneumoniae, on va en reparler beaucoup du pneumocoque. C'est le cas de Neisseria meningitidis, on en a déjà parlé, le méningocoque. C'est le cas d'Haemophilus influenzae. Et en fait, seul un très faible pourcentage, on avait dit la dernière fois pour Neisseria meningitidis, environ 1%, voire moins de ces individus colonisés vont développer une maladie invasive, par exemple dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, bien entendu, une pneumonie, voire au-delà de la pneumonie, une bactériémie, une septicémie et une méningite en fonction des sites éventuels de localisation de ces micro-organismes. Je vous rappelle que les trois micro-organismes dont on parle ici sont des micro-organismes encapsulés avec une capsule polyosidique extrêmement lourde en termes de quantité par rapport à la masse bactérienne et qui, bien sûr, on le reverra, joue un rôle majeur dans le comportement de ces micro-organismes, y compris au stade probablement de colonisation. Donc il y a 4 questions qui se posent. On peut essayer de résumer les choses comme ça. La première, c'est où se situent dans l'appareil respiratoire les gîtes, les sites de colonisation des voies aériennes.
Et comme vous allez le voir, il y a le choix. Deuxièmement, quels sont les mécanismes de cette colonisation? Il est fort probable que pour qu'un micro-organisme devienne invasif, il faut qu'il s'y prépare, il faut qu'il trouve finalement au site de colonisation ce qu'on appelle maintenant d'un terme un peu générique et pas toujours très joli, une plateforme sur laquelle ce micro-organisme va se réguler et à un moment ou à un autre pouvoir disséminer. La troisième question, c'est finalement ce que je viens de dire là, quels sont les facteurs bactériens de l'hôte, quels sont les facteurs extrinsèques, quels sont les facteurs environnementaux qui vont engager cette transition colonisation-invasion. Puis la dernière question, bien entendu, c'est une fois que cette transition s'est faite, quels sont les mécanismes de passage de la barrière des voies aériennes supérieures. On peut imaginer, bien entendu, que le processus soit complexe dans la mesure où l'épithélium, la construction des voies aériennes supérieures est très complexe, que le processus de transition vers l'invasion soit plus simple, par exemple au niveau de l'alvéole pulmonaire, on y reviendra. Alors, une diapo un peu chargée, mais vous en connaissez la raison, c'est de façon à mettre du matériel sur le site, bien entendu, de façon à ce que les étudiants en particulier puissent trouver des informations. À la suite des discussions qu'on a eues et de ces diverses leçons, je pense qu'il y a un élément important qui émerge, c'est qu'on a plusieurs façons d'être pathogène. J'en ai mis 3, il y en a sans doute d'autres, on peut rentrer dans les détails et trouver des sous-classes. Mais on peut se dire qu'on a 3 manières d'être pathogène. La première, c'est d'être un pathogène primaire, c'est-à-dire je suis quelque part transmis par un autre individu malade, je reçois ce micro-organisme et ce micro-organisme va d'emblée, chez moi, induire une maladie. C'est le cas de Salmonella typhi, la fièvre typhoïde, de Shigella, on en a déjà parlé, la dysenterie, de Yersinia pestis, la peste, de Listeria monocytogenes. Ces micro-organismes sont véritablement, je dirais, équipés, y compris génétiquement, pour passer d'un individu à l'autre et, lorsqu'ils sont dans l'autre individu, pour y créer très rapidement une situation pathologique. Donc ça, c'est pathogène primaire. Il y a une deuxième catégorie qui est, on en a déjà parlé aussi, vous vous souvenez dans la leçon sur l'émergence, ce qu'on appelle les pathogènes environnementaux, c'est-à-dire des micro-organismes qui sont non pas chez des individus déjà malades, mais des pathogènes, des micro-organismes qui vivent dans l'environnement. On a parlé de Legionella pneumophila, par exemple, qui vit dans les amibes qui parasitent les circuits de distribution d'eau. On a parlé de Vibrio cholerae, qui se reproduit sur des chitines à la surface de micro-organismes ou d'algues, et qui finalement trouve chez l'hôte, lorsque accidentellement ils lui sont transmis, des éléments de reconnaissance, des récepteurs en particulier, ou des cellules réceptrices qui lui rappellent son environnement. C'est le macrophage pour l'amibe de la Légionelle, c'est les récepteurs de surface de l'intestin grêle, en particulier du jéjunum pour le vibrion cholérique. Et finalement, la bactérie qui faisait ce qu'elle savait faire à l'extérieur dans l'environnement reproduit ce qu'elle sait faire dans l'hôte et malheureusement, les conséquences pathologiques sont là. Puis il y a une troisième catégorie de pathogènes qu'on peut appeler les pathogènes commensaux ou les commensaux pathogènes, on prend les choses dans l'ordre où on veut, qui sont exactement ceux dont on a parlé tout de suite avant, c'est-à-dire les pneumocoques, les méningocoques, les hémophilus par exemple, qui ont cette double vie finalement, cette double identité d'être capables, encore une fois, de coloniser une surface muqueuse en particulier, ici la muqueuse respiratoire, et à partir de ces processus de colonisation, pour une raison ou une autre, encore une fois, et dans des circonstances qui restent à définir, d'assurer la subversion de cette surface muqueuse et de passer dans l'organisme et de causer des infections qui peuvent être tout à fait dramatiques. Donc, on va essayer de centrer le propos, parce que c'est tout à fait caractéristique de ces infections respiratoires bactériennes, en tout cas, sur ces pathogènes commensaux. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant concernant l'arbre respiratoire et les microbes, qui le différencie considérablement de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Le tractus digestif, par exemple, est une surface muqueuse qui est septique à des niveaux divers, depuis la cavité buccale jusqu'à l'ampoule rectale, avec, vous vous souvenez, on en a parlé souvent, des concentrations bactériennes absolument phénoménales. Donc ça, c'est un environnement septique constant, et donc les défenses locales ont dû s'adapter à la présence de ces symbiontes, de ces commensaux en surface, de manière à ne pas y réagir trop violemment, voire plus précisément à les tolérer,
mais tout en se gardant la possibilité, lors de la survenue d'un pathogène, de les reconnaître très rapidement et de les traiter par la réponse en particulier innée, inflammatoire, immédiate, comme il le faut. On a d'autres épithélia, comme l'épithélium urinaire par exemple, en tout cas jusqu'à la vessie, qui sont par nature stériles et qui donc n'ont sans doute pas eu à développer ces mécanismes d'équilibre entre la manière de se comporter en présence d'un commensal et la manière de se comporter en présence d'un pathogène. Alors l'appareil respiratoire, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, c'est mixte, dans la mesure où toute la partie haute, ce qu'on appelle le haut appareil respiratoire, en fait, les cavités nasales, toute la région du laryngopharynx, jusqu'au début de la trachée, sont des zones éminemment septiques. On va revenir sur la flore qui les colonise, avec des densités bactériennes de l'ordre du million de bactéries par millilitre de sécrétion, voire probablement plus, en particulier en période hivernale. Mais tout le reste de l'arbre respiratoire, à partir de la trachée jusqu'aux bronches, aux bronchioles et bien entendu dans l'alvéole pulmonaire, est censé, et vous le savez, être stérile. On reviendra sur les mécanismes dans la mesure où c'est un processus de stérilisation actif. Et donc tout cet épithélium des bronches caractéristiques, avec en particulier des cellules ciliées, des cellules mucipares qui produisent du mucus, on reviendra sur l'intégration de ces systèmes. Les cellules des bronchioles et bien entendu l'alvéole sont stériles, et donc la survenue d'un pathogène, d'un micro-organisme à ce niveau-là va être très rapidement perçue comme un événement tout à fait dramatique, et les réponses probablement dans la signalisation telle qu'elle s'effectue et telle qu'on commence à le voir sont sans doute différentes, peut-être plus simples, plus directes. On verra le rôle de l'interleukine 17, par exemple, dans la mise en place du recrutement des polynucléaires neutrophiles, qu'au niveau de la muqueuse intestinale qui doit gérer, encore une fois, un système beaucoup plus complexe. Donc il y a une spécificité de l'appareil respiratoire qui explique sans doute quelque part cette type de pathogène, ce processus de commensalisme, de pathogénicité, sans très bien savoir de quel côté on se situe, dans la mesure où l'ensemble du système, encore par coévolution, s'est équilibré de cette manière. Donc un élément très important sur cette, entre guillemets, dichotomie entre l'environnement du haut appareil et l'environnement microbien du bas appareil respiratoire. Alors, quels sont les micro-organismes qui finalement assurent la colonisation de ces voies aériennes supérieures? D'abord et avant tout des streptocoques, en particulier ceux qui correspondent en général à la flore buccale, les streptocoques oraux, mais aussi, et on va y revenir, je dirais presque lourdement, Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque, qu'on retrouve dans 10 à 15% de la population, c'est-à-dire 10, 15, voire plus, encore une fois en période hivernale, d'entre nous hébergent du pneumocoque dans leurs voies aériennes supérieures. Les Neisseриacées, non méningitiques, mais aussi Neisseria meningitidis. On a vu qu'en période épidémique, par exemple, 60% des enfants d'une collectivité pouvaient héberger le micro-organisme, ce qui est assez terrifiant, mais encore une fois, très peu d'entre eux vont développer la méningite. Les staphylocoques, Haemophilus influenzae, on a parlé d'Haemophilus influenzae la dernière fois, en particulier le fait que c'est un micro-organisme qui est en train de disparaître de la carte, en tout cas dans les pays occidentaux, grâce à la vaccination systématique. Certaines entérobactéries, Moraxella cataralis, Corynebactéries, Acinetobacter, celui-là on le trouve partout, Lactobacilles, donc des micro-organismes qui se sont adaptés, parce qu'il y a une certaine logique à cela, des anaérobies, Veillonella, Fusobactéries, Bacteroides actinomyces, et puis ce qu'on a dit jusqu'à présent, et on l'a dit par exemple sur la flore cutanée, le fait que tous ces micro-organismes sont là et sont une réalité car ils sont cultivables, probablement on rate, et dans les approches maintenant de métagénomique de flore, je pense que ces choses vont émerger. Je pense qu'on va découvrir dans cette flore respiratoire d'autres micro-organismes par les méthodes moléculaires, par le séquençage, ce qu'on appelle le deep sequencing, qu'on n'attendait probablement pas. Ce que j'espère, c'est qu'on ne trouvera pas trop de bactéries dans la région stérile, parce que ça remettrait en cause pas mal de réflexions et pas mal des choses que je viens de vous dire. Alors, de la colonisation à l'invasion, encore une fois, c'est le thème, et on va prendre un peu Streptococcus pneumoniae comme le fil rouge pour comprendre ces processus. Donc, Streptococcus pneumoniae peut coloniser le nasopharynx des enfants, en particulier d'âge préscolaire, jusqu'à des niveaux de prévalence de 60%. Les enfants colonisés sont en général en bonne santé,
Enfin, si vous parlez aux parents de ces jeunes enfants, ils vous raconteront qu'ils sont, en particulier dès la période de la crèche, malades en permanence, toujours des otites et ainsi de suite. Tout ça, ça va nous amener à réfléchir justement un peu sur ces dérapages du commensalisme et comment des micro-organismes qui colonisent de façon asymptomatique peuvent à un moment ou à un autre aller coloniser un gîte et donner lieu à une maladie. Donc encore une fois, si on rentre dans des choses graves, seulement dans un très faible pourcentage de cas, moins de 1%, ces enfants vont développer une pathologie invasive sévère, une bactériémie, une septicémie, une méningite, une pneumonie. Alors, on retrouve ce même type de situation, mais disons le fond est plus complexe chez des individus adultes atteints de pathologies sous-jacentes. La pneumonie pneumocoque, par exemple, est fréquente chez les sujets alcooliques, chez les sujets avec des immunodéficits, chez les sujets atteints par le virus VIH. Et on reviendra bien entendu sur la notion d'infection virale préalable. Et un élément qui me tient à cœur, parce que je crois que là, il y a un message de santé publique important, on en a déjà parlé lors du cours, enfin le séminaire d'Antoine Flao lors de la première leçon. Un pourcentage important des sujets décédés de la pandémie de grippe espagnole de 1918, en fait, ne sont pas morts de la grippe, ils sont morts d'une surinfection à pneumocoque. Et je reviendrai là-dessus parce que c'est un élément essentiel de cette notion de co-infection et d'explication de ce switch, entre guillemets, de l'état de commensalisme à l'état de pathogénicité. Alors, quelle est la zone qui nous préoccupe le plus en matière de colonisation des voies aériennes supérieures? En fait, cette zone de colonisation dont j'ai déjà beaucoup parlé, c'est le nasopharynx, c'est-à-dire toute la partie au fond de la gorge qui va de la sortie des fosses nasales, la partie interne des fosses nasales, jusqu'au larynx, et qui est en fait recouverte d'un épithélium qu'on appelle un épithélium de type respiratoire. On a parlé à chaque fois de la structure de ces barrières, je vais y revenir, alors que l'épithélium des fosses nasales est un épithélium de type malpighien, vous vous souvenez la peau, squameux, mais contrairement à la peau, non kératinisé, sauf au niveau de la langue. Donc on est dans un épithélium qui est, je vais vous montrer une diapositive tout de suite pour donner une idée de son histologie, mais en sachant aussi, et on y reviendra car c'est probablement très important dans ces processus de colonisation, que dans le tissu sous-épithélial, on a énormément de cellules immunitaires, en particulier des lymphocytes, soit isolés, soit agrégés en structures lymphoïdes qu'on appelle tertiaires, qui sont en permanent réarrangement et qui vont probablement présenter des gîtes pour un certain nombre de micro-organismes. Donc l'épithélium nasopharyngé, c'est un épithélium cuboïde, comme vous le voyez ici, en fait grossièrement monocellulaire, même s'il existe des cellules intercalées qui sont en fait des cellules en devenir de s'intégrer dans cet épithélium. Et vous voyez tout de suite ce que montre cette petite flèche, c'est-à-dire des villosités très importantes qui bordent la surface apicale de ces cellules. Et au-dessous, bien entendu, un tissu conjonctif, des vaisseaux, des lymphatiques, un petit peu d'os ici parce que c'est le mur postérieur du pharynx, du rhinopharynx. Alors, sur le plan fonctionnel, une fois que vous avez vu cet épithélium, si vous le regardez du dessus, si je puis dire, en microscopie à balayage, vous voyez d'emblée 2 ou 3 grands types cellulaires qui sont visibles à l'œil nu. Vous voyez ce qu'on appelle des cellules ciliées. Il y en a une ici, il y en a une là. Vous voyez des cellules qui ont simplement des microvillosités. Donc celle-là s'appelle véritablement cellule ciliée. Celle-là s'appelle épithélium villositaire standard. Et vous voyez quelques cellules qui ont un aspect un petit peu bizarre, qui en fait correspondent à des cellules mucipares, c'est-à-dire des cellules qui ont des microvilli plus courtes, mais qui produisent ces globules de mucine qui vont être sécrétés dans la lumière respiratoire. Donc il y a en fait 3 grands types de cellules. Ces cellules épithéliales standards, avec des microvillosités que vous voyez ici et qui sont reproduites ici, ces cellules mucipares et les cellules ciliées, sur lesquelles on va revenir immédiatement, car elles assurent cette espèce de phénomène de motricité permanent qui permet d'évacuer le mucus et les micro-organismes qui vont avec. Alors, si on veut coloniser, je me mets maintenant dans la peau du micro-organisme, on me dit souvent que je pense comme un microbe, et je ne sais pas si c'est un compliment ou une critique.
Mais ces micro-organismes, il va falloir, s'ils veulent rester stablement associés à ce type d'épithélium, qu'ils puissent le coloniser efficacement. Alors, il y a en gros ou environ, si je puis dire, deux stratégies. La première, c'est de s'associer directement aux cellules épithéliales, en particulier à l'apex, à la région haute de ces cellules, ou bien de s'associer au mucus. Donc les bactéries comme Streptococcus pneumoniae, par exemple, vont s'associer aux cellules épithéliales, Neisseria meningitidis de la même façon. Par contre, Haemophilus influenzae, Moraxella cataralis ont plus tendance à s'associer aux mucines et à trouver des récepteurs dans les mucines. Donc tout ça va représenter finalement des stratégies différentes de colonisation qui vont bien entendu aboutir à la persistance de ces micro-organismes en surface. Alors, souvent, finalement, on présente dans les leçons, dans les cours sur la physiopathologie des maladies infectieuses, Streptococcus pneumoniae comme un micro-organisme pathogène. On en prend un peu en exemple, c'est un peu l'archétype des pathogènes à Gram dits positifs, comme le staphylocoque. Et la façon dont le micro-organisme est représenté met en évidence ce qu'on considère généralement comme étant des facteurs de pathogénicité. Donc on insiste bien entendu, et on en a déjà parlé, sur la capsule polyosidique, qui est un élément essentiel qui permet à ce micro-organisme à la fois de résister à la phagocytose et d'empêcher l'activation du complément, qui sont deux éléments qui sont d'ailleurs liés, c'est ce qu'on appelle l'opsonophagocytose. La pneumolysine, qui est une hémolysine dépendante du cholestérol, dont on retrouve d'ailleurs des équivalents dans beaucoup de bactéries à Gram positif, comme les staphylocoques, Streptococcus pyogenes et Listeria monocytogenes, par exemple, qui va être sécrétée dans l'environnement extrabactérien et agir en tant que cytotoxine. Ce sont des protéines qui se lient aux feuillets lipidiques riches en cholestérol, qui font en fait des trous dans les membranes et tuent les cellules. Et puis un certain nombre d'autres éléments, en particulier des protéines qui se lient à la choline ou à la phosphorylcholine, qui vont éventuellement servir de système d'adhésion, on va y revenir, plus, au-delà de la pneumolysine, des molécules sécrétées, des enzymes, neuraminidase, sérine protéase, DNase et ainsi de suite, comme le font d'ailleurs beaucoup de streptocoques. Donc, finalement, un système intégré qu'on a tendance à considérer, effectivement, vu l'agressivité potentielle de ces enzymes, de cette pneumolysine ou des capacités énormes de défense antiphagocytaire de la capsule, comme des traits, des signatures caractéristiques de la pathogénicité. Et il va donc falloir essayer de réintégrer finalement ces éléments, car généralement ils sont produits tout autant par les bactéries colonisatrices, dans le concept de colonisation. Et ça, c'est un exercice à rebours, si je puis dire, qui est très peu fait. Alors, juste pour simplifier, je ne sais pas si cette diapositive simplifie véritablement les choses, mais pour vous dire que le pneumocoque dispose finalement d'une batterie d'adhésine. On a déjà utilisé et défini ce terme d'adhésine pour d'autres micro-organismes qui sont de plusieurs natures. Par exemple, la phosphorylcholine, dont j'ai parlé rapidement, qui apparaissait sur la diapositive précédente, qui va aller se fixer, c'était le travail du groupe d'Hélène Tiomanen aux États-Unis, au récepteur pour le PAF, le Platelet Activating Factor. Alors ça, c'est quelque chose qui a plutôt à voir sans doute avec l'inflammation, le passage, parce que le récepteur au PAF est plutôt présent sur les cellules endothéliales, par exemple le passage de la barrière hémato-encéphalique. Ce n'est pas clair du tout si ce type de processus est vraiment pertinent dans l'adhésion et la colonisation respiratoire. On a d'autres molécules qui sont impliquées dans l'invasion, qui sont ce qu'on appelle des choline binding proteins. En fait, ces choline binding proteins, c'est vrai que le mur du Streptococcus pneumoniae est très riche en choline et en phosphorylcholine, qui en fait sert un peu de signal d'ancrage à un certain nombre d'enzymes qui sont importants pour le métabolisme du peptidoglycane. Donc les enzymes viennent s'intégrer sur ces molécules ou s'associer à ces molécules de choline ou phosphorylcholine et assurent leur activité enzymatique pour le turnover de la synthèse et de la dégradation du peptidoglycane, en particulier au moment de la division bactérienne. Et donc certaines de ces protéines, finalement, au-delà de cette fonction enzymatique, sont capables de s'associer à la choline et de venir émerger à la surface du micro-organisme et servir d'adhésine.
Et c'est le cas, par exemple, de cette choline binding protein A, qui était considérée jusqu'à présent comme une des adhésines majeures de Streptococcus pneumoniae, qui, vous le voyez ici dans finalement la représentation de la structure du gène de cette protéine et donc de la protéine elle-même, a cette partie C-terminale qui correspond à ces choline ou phosphorylcholine binding domain. Donc c'est ce qui va lui permettre, par son C-terminal, de s'accrocher à la paroi du micro-organisme et qui va faire émerger finalement en surface de ce micro-organisme d'autres domaines qui sont les domaines d'association en fait aux récepteurs que cette adhésine va chercher et trouver à la surface des cellules épithéliales, qui est en fait ce qu'on appelle le poly-Ig receptor, c'est-à-dire le récepteur qui permet la transcytose, la transmigration des immunoglobulines A à travers l'épithélium, qui est un des éléments de la défense anti-infectieuse. Donc ce type de molécule va permettre, via cette liaison au poly-Ig récepteur, en partie au streptocoque pneumoniae, de s'associer à l'épithélium. Mais il y a d'autres éléments qui sont apparus plus récemment, en particulier tout un travail collaboratif entre le groupe de Novartis à Sienne et le Karolinska Institute, qui ont montré que certaines protéines classiques de la surface de streptocoque, c'est-à-dire des protéines qui sont associées, là on a parlé de liaisons à la choline par exemple, sont des liaisons qui sont des liaisons non covalentes, il n'y a pas de réaction chimique qui les branche. Alors qu'un certain nombre de protéines de la surface des grammes positifs sont liées à ce peptidoglycane. Ici, ce sont les chaînes de peptidoglycane par un pont peptidique qui se forme grâce à une enzyme qui s'appelle une sortase. Et ce n'est pas une enzyme, c'est une série, une famille d'enzymes qui s'appelle les sortases. Et toutes ces protéines, en fait, ont une signature du côté C-terminal qui est une signature L, P, X, TGX. Et on les reconnaît d'ailleurs lorsqu'on fait l'analyse des génomes, et on peut les cataloguer assez rapidement, en sachant que ces protéines qui ont ce motif LPX, TGX sont fort probablement des protéines qui seront à un moment ou à un autre exposées en surface. Et donc il a été montré très récemment que chez Streptococcus pneumoniae existait un certain nombre, et ça dépendait considérablement du sérotype de pneumocoque dont on parlait, un certain nombre de ces systèmes de protéines LPX, TGX qui s'associaient sous forme de pili, vous le voyez, on a déjà vu ça avec les grammes négatifs, ça n'a jamais été très clair chez les grammes positifs, mais on voit maintenant que les grammes positifs sont aussi capables de construire des structures supramoléculaires à leur surface. Et donc l'opéron qui code pour ce pili ici, qui est représenté, montre qu'en fait, on a comme souvent un gène régulateur, on a les trois sous-unités et on a les sortases qui vont avec. C'est vraiment une espèce de kit génétique qui fournit aux micro-organismes les enzymes, les protéines nécessaires à la construction de ces pili, de ces fimbriers. Et vous voyez cette jolie image où le bleu correspond au chromoïde, au DNA bactérien, c'est du DAPI. La capsule, ici en vert, marque la surface, et vous voyez que ces pili, finalement, ça va d'ailleurs organiser un petit peu de façon hélicoïdale à la surface, ce qui suit en gros les zones d'activité métabolique de remaniement du peptidoglycane, puisqu'il faut, pour assurer le transfert de ces molécules et la construction, qu'il y ait des remaniements probablement locaux, très ponctuels et très vite réparés du peptidoglycane de la surface bactérienne. Donc une chose, bien entendu, est de découvrir un joli système, une autre est de démontrer qu'il est effectivement fonctionnel, et je vous passe quelques détails, simplement montrer qu'effectivement, les mutants délétés de ce système ici RLR, ce fimbrier que je viens juste de vous montrer, n'adhèrent plus à la surface des cellules, et lorsqu'ils sont injectés à une souris, la virulence de ces mutants est considérablement atténuée par rapport à l'inoculum par une souche sauvage qui tue l'ensemble des animaux. Donc il y a un vrai travail à l'heure actuelle finalement de catalogage de ces systèmes d'adhésion, de colonisation des pneumocoques et dans une certaine mesure d'analyse comparative de leur fonctionnalité, dans le rôle dans la pathogénicité.
Alors, ce type d'approche intéresse considérablement en particulier les industries pharmaceutiques qui font des vaccins, parce que vous savez que le vaccin antipneumococcique est un vaccin qu'on appelle polyosidique conjugué, c'est-à-dire qu'il comporte un certain nombre de polysaccharides qui correspondent aux sérotypes capsulaires les plus prévalents, les plus importants et surtout les plus méchants, enfin correspondant aux bactéries les plus méchantes et les plus invasives. Donc il y a un vaccin à 7 valences, il y a un vaccin à 13 valences, il y a un vaccin à 24 valences. Il y a 90 sérotypes de pneumocoques. Donc vous voyez un petit peu le travail pour l'industriel de mettre côte à côte tous ces polyosides purifiés, standardisés, de les coupler à une protéine qu'on appelle un carrier. Donc il y a un vrai travail de fond à l'heure actuelle qui consiste à dire ça c'est très bien, mais peut-être ne sont-ce que les vaccins de première génération. Est-ce qu'on peut trouver, à travers l'ensemble de ces sérotypes, des systèmes finalement d'expression de protéines de surface qui permettraient d'obtenir une immunité croisée contre l'essentiel des souches de pneumocoques d'intérêt et de finalement considérablement simplifier l'approche vaccinale. Alors, le seul problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que malheureusement, tous les sérotypes, même pathogènes, de Streptococcus pneumoniae n'expriment pas nécessairement ces types de fimbriers. Donc, la vie est difficile et il faut essayer de chercher éventuellement d'autres solutions ou que ceci soit un des éléments antigéniques qui sera associé à ce type de vaccin. Alors, il y a d'autres éléments qui sont essentiels et qui émergent peu à peu dans cette notion de colonisation de la muqueuse respiratoire au-delà de ces systèmes d'adhésion. Il y a en particulier un système très élégant qui a été analysé ces dernières années, qui est la résistance aux conditions d'oxydation qui sont créées par un environnement très riche en oxygène, puisque pour vivre dans les voies aériennes supérieures, par définition, il faut être capable de survivre et d'évoluer dans des conditions très riches en oxygène. Et donc, ce micro-organisme Streptococcus pneumoniae, comme les staphylocoques d'ailleurs, a une caractéristique biologique, c'est qu'il ne produit pas de catalase. Donc il est incapable de dégrader des produits du métabolisme de l'oxygène. Et donc il y a des difficultés finalement de s'évader des radicaux thiols, des résidus qui peuvent être oxydés. Donc ce qu'a fait le streptocoque, ne me demandez pas comment, c'est encore une fois la coévolution, l'évolution sous pression sélective. C'est en fait de faire que toutes les protéines qui sont sécrétées ou exprimées à la surface du pneumocoque sont ou n'ont pas de résidus cystéine, c'est-à-dire n'ont pas de radicaux thiols et sont donc incapables échappent à ces processus d'oxydation. Donc ça, c'est une des caractéristiques dont on pense qu'elle peut être importante dans cette possibilité de coloniser les voies aériennes. La résistance du peptidoglycane de la paroi de Streptococcus pneumoniae est très importante, en particulier à cette enzyme qui fait partie des substances antibactériennes sécrétées par les cellules de l'épithélium, c'est-à-dire le lysozyme. La production par la souche de fortes quantités de H2O2 qui, par une pyruvate oxydase de surface qui était d'ailleurs sur la diapositive que je vous ai montrée, qui en fait a un rôle délétère pour les bactéries de l'environnement, en particulier pour Staphylococcus aureus. C'est un combat permanent, parce que la colonisation, c'est à la fois d'être capable de se fixer à une surface, de résister aux défenses, mais c'est aussi, on l'a déjà dit, d'être capable d'occuper la niche et d'éjecter, si je puis dire, les micro-organismes qui pourraient vous la disputer. Donc là, il y a des systèmes de lutte de microbe à microbe qui sont aussi très très importants. Et puis, l'existence d'une batterie d'enzymes extrêmement complexe, des exoglucosidases et autres, dont on ne sait pas encore très très bien la fonction, mais dont on voit quand on mute les gènes que ça gêne un petit peu la colonisation. Il y a aussi dans tous ces systèmes énormément de redondance, et ce qui rend le travail des gens qui étudient ces processus difficile, à la fois parce que les modèles animaux comme la souris ne sont pas toujours totalement pertinents de ce qu'on essaye d'expliquer chez l'homme, puis encore une fois, la redondance n'aide pas. Alors, il y a un autre élément sur lequel je vais insister rapidement. Je vous ai montré cet épithélium tout à l'heure comme une espèce de structure relativement plate et presque un petit peu ennuyeuse. Il y a des zones dans le cavum, dans la région du laryngopharynx, qui sont organisées différemment dans la mesure où elles hébergent des structures lymphoïdes. Et ces zones, vous les connaissez très bien, car ça s'appelle les amygdales. Alors, il y a les amygdales palatines, c'est les amygdales classiques,
Et puis il y a des amygdales qui sont derrière, il y a juste à la base de la langue, il y a des amygdales pharyngées. En fait, le fond du pharynx est très couvert de structures lymphoïdes, et on le voit très bien par exemple chez les enfants, dès qu'ils ont une infection, toute cette zone est très tuméfiée, très inflammatoire, parce que les structures lymphoïdes qui sont associées sont stimulées par ces micro-organismes. Et puis bien entendu, ces fameuses amygdales tubaires elles sont quelque part par là, qui sont à l'entrée des orifices tubaires des oreilles et qui sont la zone bien sûr dramatique pour ces petits-enfants, puisque dès qu'elles se tuméfient en présence d'un agent infectieux, elles bouchent le conduit auditif interne et vous avez le petit interne qui se met en place. Alors, ces amygdales, elles ont des structures très intéressantes dans la mesure où elles continuent à avoir un épithélium de surface, bien entendu, mais vous voyez que toute la zone sous-épithéliale est remplie de structures lymphoïdes, certaines relativement diffuses, d'autres organisées comme des follicules lymphoïdes avec une zone T, une zone B centrale. Donc un amas de structures lymphoïdes qui sont en fait les systèmes de veille anti-infectieuse des voies aériennes supérieures, au même titre que les plaques de Peyer dans l'intestin et d'autres structures lymphoïdes dans l'organisme. Alors je pense que ça sera une surprise pour personne de découvrir que ces amygdales sont des pièges à microbes. Elles en sont pleines et éventuellement, au-delà de ces processus de colonisation, on peut voir de temps à autre des activations de cette population microbienne et des infections comme l'angine par exemple, surtout liées au streptocoque du groupe A. Et les quelques études très simples qui ont consisté à faire de la microscopie à balayage de ces structures de la surface amygdalienne montrent qu'effectivement, on est en présence de nombre de bactéries tout à fait spectaculaires, avec une densité très importante, de populations qui sont des populations polymicrobiennes. On a pu en cultiver Streptococcus alpha hémolytique, ce qu'on trouve le plus souvent dans la bouche, Streptococcus pyogenes du groupe A, Haemophilus influenzae, Staphylocoque doré et ainsi de suite. Tout ça, ça correspond en fait à des communautés microbiennes complexes qui sont organisées littéralement sous forme de ce qu'on a déjà défini au cours de certaines de ces leçons comme des biofilms. Et probablement, si on essaye de réfléchir un petit peu, et je pense que cet aspect des choses a été relativement sous-estimé jusqu'à présent, je pense qu'on peut commencer à essayer de réfléchir justement à fusionner un petit peu. C'est une proposition, pour l'instant expérimentalement ça n'a pas véritablement été démontré. Mais on sait que les micro-organismes des biofilms en fait s'organisent, ça ce sont les bactéries, et ça c'est cette espèce de structure en champignon avec cette matrice qui est faite surtout de polyosides, de quelques protéines et d'ADN, s'organise dans donc ce qu'on appelle un biofilm mature qui permet d'ailleurs à ces microbes d'échapper aux défenses immunitaires. Mais d'une manière totalement régulée et programmée, ces bactéries très régulièrement quittent ce biofilm et peuvent disséminer. Alors si le biofilm est à l'intérieur de l'organisme, sur un cathéter, ça va disséminer bien sûr dans la circulation. S'il se situe à la surface d'une muqueuse, ces bactéries vont pouvoir acquérir éventuellement un mode de fonctionnement différent. C'est ce qu'on appelle la planctonisation, c'est-à-dire la libération qui s'accompagne d'un changement de leur programme de transcription et de comportement, et être très rapidement beaucoup plus sujette à être reconnue par la réponse immunitaire et créer donc éventuellement des lésions locales ou loco-régionales lors de cette sortie, avec toujours bien entendu la possibilité de revenir sous forme d'un biofilm. Donc il y a un vrai concept qui émerge à l'heure actuelle d'une inflammation limitée en cas de sédentarisation des populations bactériennes à la surface de l'organisme, en particulier des muqueuses, vers la possibilité de bactéries planctoniques avec une vraie immunoreconnaissance et une inflammation. Et donc ce mouvement de va-et-vient finalement qu'on a au niveau des organes lymphoïdes associés aux voies respiratoires, ces passages de la colonisation à l'inflammation et à distance éventuellement à la dissémination devraient sans doute être étudiés un petit peu plus étroitement sous cet angle de la transition permanente entre sédentarisation et élimination des micro-organismes. Et quand on regarde ce qu'est par exemple le développement microbien à l'orifice tubaire interne au niveau des végétations adénoïdes en particulier,
on s'aperçoit effectivement que ces micro-organismes, malheureusement ça ne passe pas très bien ici, correspondent à des biofilms complexes, polymicrobiens, au sein desquels on retrouve bien entendu les suspects habituels, c'est-à-dire Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, en particulier les sérotypes dits invasifs de petits chiffres, les sérotypes 1, 2, 3, 4, 5, 6, qu'on trouve très très fréquemment chez l'enfant associés à ce type d'infection. Donc une notion de colonisation qui n'est de moins en moins vue à une échelle individuelle, c'est-à-dire une bactérie se fixant quelque part et faisant éventuellement ce qu'elle a à faire, mais de plus en plus à l'échelle collective, et non seulement à l'échelle collective, mais à l'échelle multi-espèces, c'est-à-dire plusieurs bactéries au sein d'une même structure, se parlant et échangeant des signaux et prenant éventuellement des décisions collectives. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails moléculaires parce que ça prendrait trop de temps, mais simplement pour vous dire que Streptococcus pneumoniae est probablement une bactérie très adaptée à ce type de situation, dans la mesure où il est doué d'une capacité qu'on appelle la compétence, qui lui permet en permanence d'absorber, si je puis dire, de l'ADN de bactéries voisines et éventuellement d'intégrer cet ADN de bactéries voisines dans son génome. Et je vous ai dit la dernière fois que ce qu'on appelle le corps génome de pneumocoque était relativement limité, de l'ordre de 1400 gènes, alors que le génome entier fait environ 3000 gènes. C'est-à-dire que la moitié du génome de pneumocoque varie considérablement d'un sérotype à l'autre, voire d'un clone à l'autre. Et ça, c'est lié essentiellement à cette compétence qui est d'ailleurs, je mets toujours un petit accent sur le travail de nos collègues français, le travail de Jean-Pierre Clavris et de son équipe au fil des années à Toulouse a vraiment réussi à identifier l'essentiel des gènes nécessaires à ce processus de compétence et la mécanistique en fait de l'introduction de cet ADN double brun qui est transformé en ADN simple brun, qui est clivé et qui va venir par recombinaison s'associer. C'est comme ça que le pneumocoque devient résistant aux antibiotiques, par exemple, en acquérant des gènes de résistance de souches de streptocoque viridans du cavum, de la cavité buccale, et en les intégrant dans son génome. Donc il y a un vrai travail, si vous voulez, encore une fois collectif de ces micro-organismes au sein de ces biofilms ou de ces communautés bactériennes, avec une vision finalement de ce passage de l'état de colonisation à l'état libre et éventuellement à l'état invasif, qui correspond à des ruptures d'équilibre dans cette chaîne de ce qu'on appelait le quorum sensing, la réponse d'adaptation des micro-organismes au nombre, compétence qui permet éventuellement des sauts qualitatifs dans la constitution du génome et l'acquisition éventuellement de quelque chose qui va amener un déséquilibre, la formation et la libération des micro-organismes, cette fameuse planctonisation, sédentarisation, et on peut difficilement imaginer que toute cette complexité ne va pas aboutir à un moment ou à un autre à un changement comportemental du micro-organisme qui va permettre la survenue de cet état invasif et le passage à cette étape complémentaire et dramatique. Alors il est difficile d'imaginer que ça ne survient pas en fonction d'éléments bien entendu exogènes, en particulier d'une carence à un moment ou à un autre de la réponse immunitaire, en particulier de l'immunité spécifique, d'une infection préalable, et on va y revenir tout de suite bien entendu. Donc un seul habitat identifié pour Streptococcus pneumoniae, c'est le nasopharynx de l'homme, et cette question brûlante, si je puis dire, de savoir comment passe-t-on de ça à ça, et quelques éléments de réponse que je vais essayer de vous donner par rapport à cette espèce de contexte général que j'ai essayé de vous dessiner. Alors il y a un chercheur que notre collègue Arturo Zieliński, qui va parler après moi, connaît très très bien, qui s'appelle Jeffrey Weiser, ou Jeff Weiser, qui lorsqu'il était au Rockefeller, c'était pour son travail de thèse, avait montré que lorsque vous striez sur une boîte de pétri une souche de pneumocoque, elle s'égrège assez rapidement. Alors certaines s'égrègent plus que d'autres en deux types de colonies, ce qu'ils avaient appelé des colonies opaques, vous voyez ici le degré d'opacité de ces colonies, et des colonies transparentes, vous voyez ici ce à quoi correspondent ces colonies transparentes, et cette possibilité de ségrégation de colonies opaques aux colonies transparentes. Et ce que ce chercheur a pu montrer au fil des années, c'est qu'il existait une vraie corrélation entre opacité
caractère invasif des souches, et transparence, caractère colonisateur des souches. Alors ça, en science, c'est formidable, parce que quand on a un phénotype comme ça, visible, on peut commencer... Alors, le problème, c'est celui de l'instabilité, mais ça peut se gérer. On peut récupérer des mutants qui sont plus stables, on peut essayer de les manipuler génétiquement de façon à les stabiliser. Donc il y a tout un processus qui permet d'arriver à des clones relativement stables d'opaques et de transparents, et de commencer à faire à la fois de la génétique et de la biochimie pour voir ce qui est dans les uns, qui a disparu des autres ou qui n'est plus exprimé dans les autres, et essayer de corréler véritablement ça à la pathogénicité, encore une fois, colonisation, pathogénicité. Et ce qu'a pu montrer en particulier ce groupe, c'est que et c'était, bon, on aurait presque pu dire qu'on attendait un peu de ça quand même, c'est que, vous voyez le pneumocoque, on en a déjà parlé, hein, c'est un diplocoque gram-positif avec toute cette couronne blanche autour qui correspond en fait au volume de la capsule polysaccharidique. Donc ce que ce groupe a montré, c'est que les souches opaques avaient une capsule massive, comme vous le voyez ici, alors que les colonies transparentes avaient, et ça expliquait probablement entre autres la transparence ou l'absence de réfringence de la lumière, avaient une capsule beaucoup plus relâchée, beaucoup moins épaisse et beaucoup moins contrainte que la capsule de ces souches donc opaques. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette capsule qu'on imaginait être un élément essentiel de la dissémination, elle l'est effectivement, puisque les souches opaques ont cette capsule massive, et que la régression de cette capsule, à la fois qualitative, peut-être aussi quantitative, est associée à la colonisation. Donc peut-être il y a un équilibre là qui se fait dans la mesure où ces bactéries à la surface de la muqueuse, étant plus facilement phagocytables, si je puis dire, par les polynucléaires neutrophiles, par exemple, vont avoir tendance à établir un équilibre que cette souche hypercapsulée va totalement faire basculer vers l'invasion. Et ça a été démontré, puisque ce qu'ils ont pu montrer dans certains travaux, c'est que les bactéries, voilà, bactéries en bleu ici, sont capables de fixer, c'est pris parmi d'autres, un élément qui s'appelle la CRP, C-reactive protein, qui se fixe à la surface de la bactérie. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que les souches opaques étaient incapables de fixer la CRP, du fait probablement du côté massif de la capsule, et que les souches transparentes fixaient la CRP très bien. Et tout ça était corrélé à une opsonophagocytose, c'est-à-dire une absence de destruction quasiment par opsonophagocytose de la souche opaque et une destruction massive de la souche transparente. Donc on peut commencer à lister un certain nombre de propriétés qu'ont les opaques par rapport aux transparentes et à lire finalement dans ces différences ce qui caractérise une souche capable, tout ça est à décaler, excusez-moi d'un cran, toute une souche qui est capable de disséminer dans l'organisme et une souche qui n'est pas capable de disséminer, qui reste colonisatrice, une espèce de lecture, de signature moléculaire de ces propriétés différentielles, avec encore une fois la possibilité d'un switch dans un sens ou dans l'autre, et donc de régulation d'un état invasif à un état non invasif. Alors d'autres différences ont été identifiées en regardant en particulier les profils de transcription de l'ensemble du génome de ces micro-organismes dans l'état transparent, dans l'état opaque, mais je ne rentre pas dans les détails. Pour ceux qui sont intéressés, les références sont sur la diapositive. Alors, on va descendre d'un étage. J'ai commencé à essayer de vous faire le point sur cette notion de colonisation versus invasion et de vous donner assez honnêtement ma vision des choses et l'état de la littérature sur le sujet. On descend d'un cran, mais on est toujours sur de l'épithélium respiratoire classique. On est maintenant dans la trachée, donc vous voyez, une monocouche cellulaire avec pas mal d'activités de régénération. Et puis, bien entendu, en dessous, le tissu, ceux qui connaissent, correspond à du cartilage, bien entendu, avec les chondrocytes très visibles au sein de ce tissu cartilagineux. Ça, c'est bien sûr le cartilage trachéal. Donc, on descend encore d'un cran, parce que la trachée, c'est bien, mais enfin, c'est un peu ennuyeux, et on arrive dans les bronches. Et les bronches, on est vraiment là dans l'épithélium respiratoire typique, et donc dans une situation qui est passionnante à étudier sur le plan de son interface avec le monde microbien. Vous voyez tout de suite, avec cette coloration qui doit être, je pense, un Wharton Starry, parce que quand c'est orangé comme ça, il y a de l'argent dans le colorant. Vous avez des cellules épithéliales, cuboïdes, hein, on a déjà parlé,
avec plusieurs cellules qui ont des cils très très longs. Et puis vous avez aussi des cellules ici caliciformes, gobelets, productrices de mucus, qui sont les deux éléments essentiels qui vont s'intégrer dans une fonction qui est une fonction véritablement de clairance permanente des micro-organismes qui vont éventuellement, depuis la cavité buccale ou respiratoire, descendre dans les voies aériennes inférieures. Alors, on peut les voir de façon encore plus jolie ici. Vous avez ces cellules épithéliales ciliées et vous avez ces cellules caliciformes avec ces globules de mucus qui vont être libérés dans la lumière bronchique. Alors, le système, vous pouvez le voir aussi en microscopie à balayage ici. Vous avez encore une fois les cellules épithéliales standards, une densité plus importante de cellules ciliées dans l'épithélium bronchique que dans la région nasopharyngée, avec des cils qui sont souvent très très longs. Et puis ici, l'apex d'une cellule caliciforme, d'une cellule à mucus. Alors, ce système intégré de l'épithélium bronchique, il est vital, dans la mesure où sa fonction essentielle, c'est d'empêcher que les microbes qui éventuellement descendent dans les voies aériennes supérieures et puis ensuite inférieures, la trachée, les bronches, ne puissent accéder finalement à cette zone qui est quand même une zone d'une fragilité extrême, qui est l'alvéole pulmonaire. Alors juste parce que vous savez que j'aime bien les chiffres, on a environ 150 000 à 400 000 alvéoles dans notre poumon, ce qui est un chiffre absolument considérable, et ce qui doit représenter une surface tout mis côte à côte, probablement de quelque chose comme 1000 mètres carrés. Donc vous imaginez qu'il y a quelque chose à défendre là, en termes d'interface avec le monde microbien. Et donc, l'élément majeur, les deux éléments majeurs, c'est les cils, le mucus. Alors les cils, ce sont ces structures différenciées de l'apex des cellules épithéliales qui peuvent atteindre des longueurs de plusieurs microns ici, et qui sont structurées autour de ces microtubules. En fait, il y a des microtubules périphériques, vous voyez, il y en a 9, et puis ces deux microtubules centraux avec des liens moléculaires qui assurent à la fois la stabilité et puis bien entendu la mobilité, puisque ces cils sont en mobilité organisée, permanente, avec un système de battement rythmé qui permet en fait de ramener systématiquement la couche de mucus qui est sécrétée en même temps de façon rétrograde vers les voies aériennes supérieures et donc les microbes qui vont avec. Alors les microbes qui sont éventuellement se sont aventurés dans cette zone vont être piégés, pris par ce mucus, exposés dans ce mucus qui en fait est une matrice. On en a déjà parlé pour le système intestinal, on en a parlé pour d'autres circonstances. Cette matrice de mucus est imbibée en fait de molécules antimicrobiennes. On a déjà parlé d'alpha-défensine, ce n'est pas tellement le problème au niveau de l'arbre respiratoire, les bêta-défensines, des catélicidines, enfin une en tout cas chez l'homme, LL37, on en a déjà parlé, et puis en plus, parce qu'un certain nombre de cellules de polynucléaires vont être recrutées, des défensines caractéristiques des granules azurophiles des polynucléaires qu'on appelle HNP, il y en a 4 environ. Donc cette matrice de mucus est imbibée de ces molécules antimicrobiennes, et on va donc avoir vraiment, encore une fois, un système intégré avec ce qu'on appelle l'escalator mucociliaire, c'est-à-dire que toute bactérie qui s'aventure dans cette région va se trouver piégée dans le mucus contenant les effecteurs antimicrobiens, donc le travail de bactéricidie va se mettre en place, et ces cils, qui battent encore une fois de façon rythmée, périodique et toujours dans le même sens, c'est-à-dire du bas vers le haut, vont faire bouger comme un escalator cette couche de mucus et la ramener en permanence vers les voies aériennes supérieures, où elle va être probablement en grande partie dégradée par les bactéries qui colonisent. Justement, c'est vraiment, encore une fois, une action symbiotique comme dans le tube digestif. Toute cette masse de mucus qui remonte, on ne passe pas notre temps à l'expectorer, heureusement, elle est dégradée en fait par cette flore microbienne dont finalement la justification d'être dans les voies aériennes est probablement entre autres là. Voilà. Donc tout ça marche très très bien, heureusement, jusqu'à un certain âge, ou jusqu'à certaines circonstances, comme par exemple ce qu'on appelle la mucoviscidose, qui est une maladie où la
pompe à chlore basolatérale qu'on appelle CFTR ne fonctionne pas. Donc l'ensemble de l'équilibre hydroélectrolytique de la lumière respiratoire est perturbé. Il y a peu d'électrolytes qui sont sécrétés, donc il y a peu d'eau, puisque l'eau suit les électrolytes. Donc la couche de mucus s'assèche, se durcit. Les battements ciliaires, du fait d'effets secondaires de cette mutation, se ralentissent, voire s'arrêtent. Et on se trouve dans une situation où finalement l'escalator mucociliaire de la lumière bronchique, qui en temps normal assure capture, destruction, finalement mise en place de matrices qui va permettre même aux cellules inflammatoires comme les polynucléaires de venir faire leur travail. C'est ce qu'on appelle l'inflammation physiologique. Pas besoin d'avoir énormément de cellules qui risquent d'avoir des effets secondaires. Il suffit d'avoir la bonne cellule bien orientée, bien activée au bon moment pour finir ce travail. Et tout ça étant bien entendu nettoyé par ce mouvement d'ascenseur qui fonctionne à la vitesse extraordinaire de 60 microns par seconde. C'est très rapide. Donc voilà un peu l'ensemble de ce dispositif et la façon dont il peut éventuellement être perturbé. Pour vous expliquer un petit peu toute cette problématique éventuellement de la mucoviscidose qui est dominée ensuite par une colonisation massive par certaines espèces bactériennes comme Pseudomonas aeruginosa et d'autres. Alors, toute cette belle machine, est-ce qu'elle peut être finalement perturbée par des événements extérieurs et est-ce que ces perturbations peuvent donner lieu à de l'infection bactérienne? Et c'est la deuxième partie et dernière partie de ma présentation que je voudrais essayer de traiter ici, c'est cette problématique de co-infection. Alors vous savez, bon, je suis toujours un petit peu orienté vers les bactéries, mais il n'y a pas que les bactéries, en particulier dans les maladies infectieuses, il y a aussi des virus. Et beaucoup de virus peuvent donner lieu à des infections respiratoires, le rhume banal, les rhinovirus ou certains coronavirus. Certains virus para-influenzés donnent le croup, on en a déjà parlé. Virus respiratoire syncytial, c'est la cause essentielle des bronchiolites chez le jeune enfant, chez le nourrisson. Des bronchopneumonies à virus influenza, et puis surtout, bien entendu, le virus vedette, c'est-à-dire le virus influenza, le virus de la grippe. Alors, le virus de la grippe, on va en parler car la physiopathologie de la grippe, c'est finalement essentiellement une physiopathologie des voies aériennes supérieures, éventuellement de la trachée des bronches. Ce n'est pas véritablement une pathologie de l'alvéole comme peuvent l'être les infections bactériennes. Donc il y a quelque part quelque chose dans la préparation éventuellement du terrain, si on va parler de co-infection, qui est important à prendre en considération. Donc le virus de la grippe, qui est un orthomyxovirus, est transmis de personne à personne par aérosol, bon, par les mains aussi, mais là, pour ce qui nous intéresse, par aérosol. Et ces microparticules de 10 microns, finalement, sont compatibles avec un accès assez profond aux voies aériennes. L'incubation est de l'ordre d'une à 3 journées éventuellement. L'infectiosité est importante parce que la concentration de virus dans les sécrétions nasales est très élevée, en particulier dans les 24 à 48 premières heures. C'est pour ça que la grippe est tellement contagieuse, parce que les personnes d'emblée, même non encore malades, donc restant chez elles, vont commencer à excréter et distribuer généreusement du virus dans leur environnement, dans le métro et ailleurs. Et cette durée moyenne d'expectoration du virus est de l'ordre de 4 à 5 jours. Alors, le virus influenza infecte surtout les cellules épithéliales de l'arbre respiratoire, telles qu'on les a définies jusqu'à présent, et ces cellules vont mourir en fait des effets directs de la réplication virale, mais aussi des cytokines, et en particulier de l'interféron qui est produit par les lymphocytes qui sont induits par cette infection virale, et en particulier par les lymphocytes cytotoxiques, la guérison étant liée essentiellement à la production d'anticorps et aux réponses cellulaires de type T. Alors vous savez qu'il y a plusieurs types de grippe, on parlera essentiellement rapidement de la grippe A, en particulier de H1N1, qui est caractérisée à la périphérie du virus par la présence de ces deux protéines majeures qui sont l'hémagglutinine et la neuraminidase. Et pour revenir un peu comme on a mentionné pour le pneumocoque, tout ce qui concerne la spécificité de colonisation du virus grippal est lié à la capacité de cette molécule de surface du virus, qui est l'hémagglutinine, en fait, de lier
des motifs complémentaires de récepteurs de glycoprotéines de la surface des cellules épithéliales qui s'appellent des acides sialiques. Donc l'acide sialique, la structure est montrée ici, c'est un disaccharide avec un galactose et un acide sialique ici, avec une liaison qui se fait soit ici en 2, 3, soit ici, j'ai reconstruit un petit peu le dessin, en 2, 6. Et en fait, cette liaison 2, 3 ou 2, 6 va définir la spécificité d'espèce de développement de ce virus. L'épithélium respiratoire humain ou le nasopharynx ont essentiellement ici du 2,6 et l'épithélium respiratoire aviaire, l'épithélium respiratoire humain mais très profond et parfois les cellules ciliées ont ici du 2,3. Donc en fonction de la spécificité de cette hémagglutinine pour la liaison 2,6 ou la liaison 2,3 vont se définir le tropisme d'espèce pour les oiseaux ou pour les hommes, et vont se définir le tropisme de développement dans le haut appareil ou dans le bas appareil respiratoire. Et ça, c'est un élément clé de la compréhension de cette spécificité et du développement éventuel de la maladie. Donc ça, je pense que je peux passer simplement pour dire que le rôle majeur de cette hémagglutinine, c'est d'assurer la fusion de la membrane de la surface virale et des membranes cellulaires et de permettre l'internalisation, l'endocytose du virus qui va se repliquer dans la cellule et ensuite, bien entendu, être restructuré, réassemblé, prendre la membrane cellulaire sur laquelle s'est mise l'hémagglutinine, la neuramididase et redisséminer. Donc on a tout un cycle qui, on peut l'imaginer, va amener à la destruction de la cellule. Donc tout ça est très pris en compte par le système immunitaire et vous savez que dans la majorité des cas, la grippe est une maladie qui finalement est bénigne et qui va aboutir à une immunité, en tout cas contre un virus strictement identique. Malheureusement, les virus bougent et il faut que le vaccin s'y adapte tous les ans. Donc on a ici la réponse humorale, en particulier les anticorps dirigés contre l'hémagglutinine et la neuramididase qui sont protecteurs, et une réponse cellulaire qui va amener à la destruction par les lymphocytes T cytotoxiques des cellules infectées. Alors il y a quand même plus que cette compréhension de tout ce système, c'est ce dans quoi je voulais rentrer, c'est toute la problématique de co-infection qui est vraiment un nouveau défi dans l'étude des mécanismes des maladies infectieuses. Alors là, on va faire un bond quasiment de 100 ans en arrière et il faut se remettre un petit peu dans l'ambiance. On est dans août-septembre 1917 aux États-Unis et dans les camps de recrues, puisque l'armée américaine est en train d'intervenir massivement sur le front européen. Les camps de recrues, il y en a des dizaines et des dizaines aux États-Unis, sont frappés à partir du mois d'août-septembre 1918. Il y avait déjà eu des épisodes antérieurs, mais qui n'avaient pas donné de suite, par une épidémie de grippe. Et cette épidémie de grippe est bien entendu le point de départ de cette grippe qu'on a appelée en fait espagnole, qui n'était pas espagnole du tout, qui va se développer, probablement amenée en partie par les troupes américaines qui sont venues sur le front européen. Donc dans ces camps militaires, en fait, les médecins américains, militaires américains ont fait un travail absolument extraordinaire. Et ont montré, par exemple, dans ce camp, vous voyez ici les colonnes en rouge, c'est le recueil quotidien en fait, des cas de grippe reçus. Vous imaginez, 700 cas dans une journée, c'est quand même quelque chose, puisque environ 30 à 40% des jeunes recrues étaient touchés par cet épisode de grippe. Et ce qu'ils ont montré très très bien, c'est que la grippe guérissait la plupart du temps, mais que dans un certain nombre de cas, cette grippe semblait s'aggraver, pouvait amener à des complications pulmonaires majeures et éventuellement au décès de ces jeunes soldats. Et en fait, ce que ces médecins ont montré, c'est qu'il y avait entre le pic de la maladie grippale et le pic de la survenue de la pneumonie un trou de quelques jours, de l'ordre de 4 à 6 jours, qui est montré ici.
Et les autopsies qui ont été faites absolument systématiquement de ces garçons qui étaient morts de la grippe ont montré qu'en fait, probablement les lésions et la culture, en tout cas le confirmaient, étaient liées à une surinfection bactérienne, essentiellement à pneumocoque, éventuellement à Staphylococcus aureus et à des streptocoques dits hémolytiques. Donc un vrai travail épidémiologique fait dans des conditions tout à fait dramatiques, bien entendu, et surtout dans des conditions où ces médecins avaient totalement autre chose à faire. Ils ont réussi à tenir à jour ces registres et à faire émerger quelque chose qu'on revisite, comme on dit maintenant, à l'heure actuelle, avec les méthodologies de l'épidémiologie moderne, dans la mesure où les datas sont là, on peut donc les traiter, et à expliquer que lors d'un épisode viral tel que la grippe, on peut préparer le terrain à une surinfection microbienne, en particulier à pneumocoque, et que c'est cette surinfection microbienne qui va tuer l'individu. Alors tout ça a été revu récemment à l'occasion de la grippe H1N1 dont on a parlé récemment lors du cours d'Antoine Flao et dont je persiste à dire, malgré toutes les bêtises qu'on a pu raconter, qu'il s'agit d'une grippe tout à fait sévère, même si elle n'a pas donné l'ampleur de sa possible éventail de gravité. Vous savez que cette année, la grippe à laquelle on fait face est liée à ce virus H1N1 qui était prévalent lors de la pandémie de l'année dernière et que les premières statistiques semblent montrer qu'effectivement la mortalité est plus importante. Donc ce qu'ont montré ces travaux sur environ 200 patients argentins entre juin et juillet 2009, c'est-à-dire au pic de la période hivernale en Argentine et au pic de l'épisode donc, de grippe H1N1, c'était que 39 de ces sujets avaient présenté un cas sévère, dont une vingtaine décédaient, et 160 avaient une évolution tout à fait bénigne. Et dans ces formes graves, c'est-à-dire dans cette quarantaine de formes graves dont la moitié avait abouti à un décès, on retrouvait systématiquement un pathogène associé, en particulier, bien entendu, notre petit camarade Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae aussi, et Staphylococcus aureus. Et donc, la présence de Streptococcus pneumoniae était fortement corrélée au mauvais pronostic, 56% des cas sévères, contre 25% dans les cas bénins. Et lorsqu'on calculait et qu'on corrigeait ce qu'on appelle l'odd ratio, c'est-à-dire combien de chances a-t-on de plus d'être une forme grave, voire de décéder, on montait à quelque chose de l'ordre de 125,5, c'est-à-dire une augmentation considérable du risque. Donc, la conclusion de tout ça, et on le savait déjà plus ou moins, car on voit en clinique les formes graves de grippe, on fait bien sûr assez systématiquement quand les patients sont hospitalisés une hémoculture, et dans environ un tiers des cas, le patient va avoir une hémoculture positive à pneumocoque. Donc on sent bien que quelque part la grippe fait le lit de quelque chose, et en particulier de ces infections ou de ces surinfections secondaires. Donc il y a à l'heure actuelle, maintenant que toutes les données sont disponibles, ont été analysées, vous voyez les dates de publication, ça c'est un des premiers papiers, c'est 2009, mais on voit sortir peu à peu des papiers qui tous confirment ce phénomène. Alors, il y a une réponse simple pour expliquer comment la grippe peut préparer le terrain à cette surinfection à pneumocoque et à ces formes graves de surinfection, invasives de surinfection à pneumocoque. Ça, c'est la surface d'un épithélium respiratoire normal. Vous êtes familier avec tout ça maintenant. Ça, c'est la surface d'un épithélium chez un sujet qui vient d'avoir la grippe. Donc, c'était vraiment une bronchoscopie et une biopsie. Donc, vous voyez que les cellules ciliées sont quasiment inexistantes, que beaucoup des cellules épithéliales ont perdu leur villosité de surface et sont en train d'être extrudées. C'est-à-dire que on en a parlé pour l'épithélium intestinal, c'est le processus naturel d'exclusion des cellules qui sont en train de mourir et de reformation de l'épithélium, mais manifestement, là, la mort cellulaire va un petit peu plus vite que les capacités de régénération. Donc, l'idée simple, c'est finalement ce que fait le virus grippal, c'est de détruire l'architecture et donc cette magnifique mécanique de cils, de mucus qui permet d'éliminer les micro-organismes de la lumière respiratoire. Et à partir de là, finalement, l'épithélium respiratoire devient une passoire et les bactéries, comme pneumocoques, qui peuvent adhérer à ces cellules, vont pouvoir librement traverser et donner lieu à une infection grave. Alors ça, c'est bien.
ça ne résiste pas malgré tout. C'est sûrement un paramètre important, mais ça ne résiste pas à un certain nombre d'études statistiques qui montrent que même des formes relativement bénignes de grippe peuvent donner lieu à des surinfections pneumococciques, en particulier dramatiques. Donc on est de plus en plus, et ça c'est vraiment un schéma physiopathologique que j'essaye d'expliquer aussi à nos jeunes collègues, parce que je pense que dans le domaine de l'étude des maladies infectieuses, c'est quelque chose auquel il faut s'intéresser de plus en plus. On a la grippe elle-même, qui a son pronostic habituellement favorable, mais qui peut néanmoins, chez certains individus probablement génétiquement susceptibles, ou chez de très jeunes enfants, ou chez des personnes très âgées, donner lieu à des formes graves avec ce qu'on appelle un syndrome de ARDS, donc éventuellement le décès. On a des explications éventuellement physiopathologiques, une altération, une destruction de la barrière muqueuse, j'en ai parlé, une déprogrammation de la réparation-restitution. Il y a un travail très très joli qui n'est pas publié pour l'instant, mais qui est présenté dans les conférences ou symposia de Ruslan Metsitov, qui est chercheur qui avait découvert les tolls, lac récepteur avec Charlie Janway, qui montre qu'en fait, dans un modèle expérimental de souris initialement infecté par le virus grippal, l'animal devient hypersensible à une surinfection à pneumocoque. Ça, ce n'est pas nécessairement une surprise, mais elle devient hypersensible à une surinfection par légionnelle. Et en fait, cette susceptibilité et la mort des animaux causée par légionnelle n'est pas du tout liée à des dysfonctionnements du système immunitaire, mais en fait à un retard à la réparation de l'épithélium respiratoire. Donc on a là aussi des ouvertures, des pistes à essayer d'explorer sur ce qu'on a vu sur cet épithélium qui est en voie de régénération. Si en plus le virus induit un retard à la régénération épithéliale, ça ne va pas être très très bon pour la protection de la muqueuse. L'augmentation de l'adhérence bactérienne, par exemple la neuraminidase du virus grippal, est capable d'éliminer des résidus d'acide sialique sur les mucines, par exemple, qui favorisent l'association de streptocoque pneumoniae ou d'hémophilus influenzae à ces mucines, et donc, par définition, à terme, à l'épithélium. Dysfonction des cellules immunitaires, immunosuppression, et puis induction de gènes bactériens. Il y a des évidences que l'infection virale va activer certains facteurs de virulence de ces bactéries. On revient un peu aux questions qu'on se posait tout à l'heure concernant le switch de la colonisation à l'invasion. Donc ces bactéries qui, naturellement, sont colonisatrices, vont finalement, en présence de ce processus de facilitation qui est probablement extrêmement complexe, pouvoir assurer maintenant leur capacité de virulence et donner lieu à pneumonie, abcès, empyème, méningite, choc septique ou des chocs liés. Bon, là, ce n'est pas tellement le cas pour le pneumocoque parce qu'il n'y a pas de superantigène, mais en tout cas, sepsis et choc septique et elle est amenée au décès. Donc il y a tout, encore une fois, un vrai travail à l'heure actuelle de réflexion et de mise en équation, si je puis dire, expérimentale, pour essayer de comprendre véritablement comment une infection virale peut faciliter la survenue d'une infection bactérienne. Et encore une fois, ce n'est pas un exercice de style, puisque ça a une véritable pertinence sur le plan clinique. Ça pose en particulier le problème de la vaccination de masse en période de grippe contre le pneumocoque, de la vaccination de masse de rattrapage de la vaccination contre Haemophilus influenzae, de la vaccination de masse éventuellement contre méningocoque, en tout cas pour les vaccins qui sont disponibles. On avait dit les difficultés en France du fait de la prévalence du sérotype B. Donc il y a un vrai travail de réflexion à partir de ces résultats sur l'attitude de prévention, finalement, pas de la grippe, on va le faire si le vaccin est disponible, mais du décès qui est pour l'essentiel dû à la surinfection bactérienne. Donc il y a beaucoup de travaux qui se mettent en place à l'heure actuelle pour essayer de comprendre comment le système immunitaire peut être manipulé par le virus grippal, au-delà de cette problématique de destruction-réparation de la barrière épithéliale, pour expliquer cet état de fragilité finalement de l'individu. Alors on avait pensé à un moment que la lymphopénie, qui est induite par l'activation en particulier de certains toll-like récepteurs comme TLR3, facilitait l'infection bactérienne, mais ça n'est pas du tout confirmé à l'heure actuelle. Ça, c'est vraiment un champ qui est en pleine étude à l'heure actuelle.
ce qu'on pense de plus en plus, c'est que le virus, par une probablement combinatoire de récepteurs à la fois extracellulaires, les TOL, et intracellulaires, les RIG, amène un pattern, comme on dit, de transcription de gènes de la réponse innée, qui est à la fois pro-inflammatoire, ce qui permet de recruter les cellules inflammatoires comme les polynucléaires, et anti-inflammatoire, c'est le cas en particulier de l'interleukine 10, qui va en fait désactiver les cellules inflammatoires recrutées. Ce qui fait qu'à l'arrivée, la résultante de tout ça, c'est que l'individu est plus sensible en fait à la multiplication bactérienne et à ce phénomène d'invasion, diffusion du micro-organisme. Alors la toute dernière partie, et je termine là-dessus rapidement, pour l'instant on est resté au niveau de voie aérienne supérieure, on s'est aventuré dans la trachée, dans les bronches avec cette histoire de grippe et de facilitation des infections à pyogènes, comme on disait avant, et en particulier à pneumocoque. La dernière étape, bien sûr, l'étape ultime, c'est l'infection de l'alvéole pulmonaire et la pneumonie stricto sensu. Donc ça, ça va être le quiz de l'après-midi. Est-ce que vous avez une idée du peintre qui a peint cette toile? Pardon? Ah, oui, c'était un artiste, mais je ne suis pas sûr qu'il était à ce point-là. Il aurait pu, mais il faisait plutôt des pastels, Pasteur, sans jeu de mots. Quand je vais vous le marquer, vous allez être étonné. Donc ça, c'est la pneumonie, comme je dis souvent au bon vieux temps, des maladies infectieuses, c'est-à-dire l'individu qui était en pleine santé, la maman ou le papa de ce petit enfant, un jour avait un coup de poignard dans la poitrine, un frisson, 42 fièvres, long, intense, unique et solennel, comme on disait dans les livres de sémiologie. Et puis il se couchait et 8 jours après, soit il était guéri, soit il était mort. C'était la vie de tous les jours et la pneumonie, en particulier la pneumonie à pneumocoque, avait un rôle majeur dans la mortalité, d'où l'importance de ces vaccins tels qu'ils ont été développés ces dernières années. Donc on est là, descendu encore une fois, les bactéries ont réussi à s'aventurer jusque dans l'ultime sanctuaire, si l'on peut dire, qui est l'alvéole pulmonaire. Et donc, finalement, on se retrouve avec un double phénomène qui va amener à ce qu'on appelle l'alvéolite, c'est-à-dire le remplissage de cet alvéole par une réaction inflammatoire, en particulier par des fluides. On va un double élément qui va être les lésions causées par la bactérie et les lésions causées par la réponse inflammatoire à la bactérie, donc les lésions respiratoires qui, si elles restent limitées, comme ici cette pneumonie franche, lobaire aiguë à pneumocoque de l'adulte sain, comme on disait à l'époque, va donner lieu simplement à cette condensation du lobe inférieur, avec le signe de la silhouette là, qui se confond avec le cœur. Pas plus, mais néanmoins traduisant le remplissage alvéolaire par la réponse inflammatoire et donc l'addition de tous ces éléments d'alvéolite formant ce bloc de condensation pulmonaire. Alors, l'alvéole, c'est une zone là aussi assez fascinante et assez magique, puisque l'épithélium de l'alvéole, comme vous le voyez ici, est très fin, et il est normalement très fin, puisque c'est à travers cet épithélium que va se faire, bien sûr, l'échange de l'oxygène qui va être pris par les vaisseaux de l'endothélium interalvéolaire, avec des systèmes très complexes qu'on voit de plus en plus de drainage interalvéolaire, des zones qui ne sont pas en fait des ruptures, mais qui sont des vraies zones physiologiques d'échange à l'intérieur du tissu pulmonaire. Donc un réseau extrêmement fragile, soutenu par une molécule qui s'appelle l'élastine, qui assure un petit peu de la cohérence de l'ensemble du dispositif. Et juste pour emprunter un travail d'un des chercheurs de notre laboratoire, qui est Régis Tournebise, une véritable transition finalement lors de l'inflexion et de l'inflammation de cet épithélium alvéolaire qui est, comme vous le voyez ici, clair, puisque pour l'essentiel, il y a cette fine zone de tissu et le reste est bien entendu des sacs d'air, une transition vers cette condensation qui correspond en fait à l'infiltration des alvéoles, puis à leur destruction par les cellules inflammatoires attirées par les micro-organismes. Vous voyez ici ce que Régis avait mis au point, en plus avec une véritable corrélation entre la radio et l'histologie, c'est que sur ce poumon expérimentalement infecté par Klebsiella pneumoniae, on pouvait voir apparaître en temps réel ces foyers inflammatoires
et même les suivre. Pardon. Dans leur développement tridimensionnel, la coloration rouge ici correspond en fait à ces foyers inflammatoires qui se développent dans différents lobes pulmonaires. Donc ça vous, quelque part, matérialise cette constitution progressive de ces foyers d'alvéolites qui vont former ces blocs de condensation et de destruction pulmonaire. Donc l'alvéole pulmonaire, elle a tendance à s'effondrer naturellement, même malgré cette structure d'élastine. Et en fait, elle est maintenue ouverte par des molécules qui sont tout à fait fascinantes, qu'on appelle des surfactants. Et ce surfactant est produit par une variété particulière de pneumocytes qui sont présents et qu'on voit très très bien dans l'alvéole, qui sont les pneumocytes de type 2, qui sont d'ailleurs aussi un peu les cellules souches de régénération de l'alvéole, alors que les pneumocytes de type 1, en fait, sont la structure véritablement cellulaire de la paroi alvéolaire. Donc voilà un peu la structure qui ressemble d'ailleurs aux éléments C1, par exemple, du complément, qui sont des molécules extrêmement complexes qui vont assurer finalement renforcement de la tension de ce film qui va empêcher le collapsus de l'alvéole. Donc vous avez ici, dans une alvéole pulmonaire, la cellule, le pneumocyte de type 1, qui est la cellule structurelle de l'alvéole, à travers laquelle va diffuser d'ailleurs l'oxygène pour aller être repris dans le petit vaisseau, dans le capillaire respiratoire. La cellule pneumocyte de type 2 qui protrude dans la lumière de l'alvéole, il y en a une ou deux par alvéole et qui, vous voyez, pleine de granulations qui contiennent ce surfactant et un certain nombre de substances antimicrobiennes qui sont en permanence sécrétées pour protéger à la fois physiquement et chimiquement l'alvéole. Et une autre cellule qui est un peu la cellule vedette, si je puis dire, à l'intérieur de cette vacuole, qui est le macrophage alvéolaire. C'est-à-dire que chaque vacuole a un ou plusieurs de ces macrophages qui patrouillent en permanence dans l'alvéole et qui vont finalement très rapidement, en cas de survenue d'une anomalie, d'une particule exogène qui vient jusqu'à l'alvéole, et a fortiori d'un microbe, d'une bactérie, assurer la reconnaissance, la phagocytose rapide si possible. C'est vraiment la première cellule qui est la première sur place, puisqu'elle est déjà là par définition, pour à la fois essayer d'assurer cette étape initiale de défense antimicrobienne et surtout pour signaler le danger et envoyer des signaux qui sont bien entendu des cytokines qui vont amener très rapidement au recrutement de cellules inflammatoires, c'est-à-dire d'autres monocytes et de polynucléaires neutrophiles qui vont envahir pour le meilleur et pour le pire l'alvéole. Pour le meilleur, pour détruire, phagocyter les micro-organismes qui vont être opsonisés par le complément, par les molécules de surfactants et ainsi de suite. Et pour le pire, car non contrôlée, cette inflammation va noyer l'alvéole, c'est l'alvéolite, et bien entendu, si ça se diffuse trop, la capacité respiratoire de l'individu va en être affectée considérablement. Donc vous voyez ici que dès qu'on met en contact avec, par exemple, une tranche d'épithélium respiratoire, un micro-organisme, ici c'est une souche d'Haemophilus influenzae, et on regarde l'induction de l'expression de Toll-like récepteurs, qui est un marqueur de la reconnaissance des micro-organismes. Vous voyez qu'ils sont exprimés de façon très très forte au niveau de ces cellules qui sont dans la lumière, qui sont les macrophages alvéolaires, et aussi, curieusement, au niveau des pneumocytes de type 2, qui probablement, en fonction de la perception de ces micro-organismes, vont se mettre à libérer violemment du surfactant et des molécules antimicrobiennes qui vont participer à cette réaction d'opsonophagocytose. Alors, pour résumer et terminer, finalement, le macrophage résident de l'alvéole va assurer ces premières étapes, ce premier travail de reconnaissance et de destruction. Il va souvent être submergé et être détruit, donc il y a une espèce d'activité altruiste, si je puis dire, dans ce phénomène. Mais avant d'être détruit, il aura bien entendu envoyé ses signaux de danger et l'essentiel, le cœur du processus de signalisation pour le danger est l'attraction des polynucléaires neutrophiles qui vont assurer cette diapédèse, on en a déjà parlé au moment de la méningite, par exemple, à travers l'endothélium,
accourir à travers l'épithélium au site alvéolaire où le micro-organisme se développe et bien entendu assurer la destruction des micro-organismes, et ce sera le thème de la présentation d'Arturo Zieliński. Donc juste pour dire, et sans rentrer parce que je n'ai plus le temps dans les détails expérimentaux, que toute la signalisation induite par les pathogènes au niveau de l'épithélium pulmonaire, en particulier alvéolaire, est en train d'être revisitée assez sérieusement à l'heure actuelle, avec en particulier une cytokine très très importante qui s'appelle l'IL-17, qui n'est pas impliquée dans les étapes tout à fait initiales de reconnaissance, mais qui est très rapidement impliquée dans le recrutement secondaire de ces cellules inflammatoires comme les polynucléaires neutrophiles. Et par exemple, les souris knockout, détruites pour le gène du récepteur à l'IL-17, il y a plusieurs isoformes de l'IL-17, mais un seul récepteur, sont extrêmement sensibles à l'infection, par exemple par Klebsiella pneumoniae, mais la même expérience peut être faite avec le pneumocoque, on a exactement les mêmes résultats. Donc il y a tout un travail à l'heure actuelle de dissection des mécanismes de reconnaissance des pathogènes dans sa spécificité par l'épithélium pulmonaire, qui est tout à fait passionnant parce que il y a quelque chose dans le poumon qui est essentiel, c'est peut-être une évidence de le dire, c'est qu'on n'a pas deux poumons. Enfin, on en a deux, mais quand ils sont infectés, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de solution de rechange. Si on ne peut plus respirer, on est mort. Donc il y a sans doute dans la façon dont l'hôte reconnaît et traite les micro-organismes quelque chose qui nous échappe encore et qui explique peut-être ces patterns de reconnaissance et ces types de production de cytokines un petit peu particuliers qui commencent à émerger à l'heure actuelle. Donc une fois que le pneumocoque est là-dedans, une fois que le loup est dans la bergerie, si tout a cédé, bien entendu, l'ensemble des facteurs de virulence sont maintenant vus sous l'angle de la pathogénicité. La capsule empêche la phagocytose et l'activation du complément. La pneumolysine va détruire les cellules et les cloisons alvéolaires. Imaginez le peroxyde d'hydrogène dans cet environnement et les dégâts que ça peut faire. Et ainsi de suite, on peut très facilement, à ce stade-là, décliner comment ces facteurs de virulence qu'on a essayé de replacer dans le contexte de la colonisation peuvent s'éclater, si je puis dire, dans un contexte qui maintenant est quand même plus permissif, qui est celui de l'alvéole pulmonaire, dont la fonction première n'est sûrement pas de s'occuper de micro-organismes. Et encore une fois, ça pose cette question que je mentionnais au tout début, qui est celle d'épithélium habitués, entre guillemets, à être colonisés par une flore microbienne versus des épithéliums qui sont accidentellement exposés à des micro-organismes. Donc je vais arrêter ici cette présentation. Je vais essayer de vous mettre un petit peu, peut-être pas toujours de façon très claire, mais la littérature et les connaissances à l'heure actuelle ne sont pas si claires que ça sur ces systèmes, d'essayer de faire émerger ce concept de colonisation-invasion, ce concept de co-infection. Et j'ai essayé très, très astucieusement de faire monter la pression sur la cellule ultime, si je puis dire, qui est celle dont va nous parler le prochain orateur, qui est donc le professeur Arturo Zieliński du Max Planck Institute für Infektionsbiologie à Berlin. Et son titre est Polynucléaire neutrophile du nouveau sur le net. Je ne vous dis rien de plus, il y a un petit jeu de mots là-dessus, mais vous comprendrez mieux tout de suite après. Donc on va peut-être faire quelques minutes de repos, peut-être répondre à des questions s'il y a des questions, et puis je présenterai tout de suite après le professeur Zieliński et qui vous fera son séminaire sur le polynucléaire neutrophile. Voilà.